Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Je suis Alex Dacosta, animateur radio, entrepreneur, artiste, créateur et organisateur d'événements et DJ avant tout. Pendant 1 heure, je vous propose de découvrir des profils inspirants de femmes et hommes animés par une seule et même chose, la passion. Cette passion qui, malgré toutes les déceptions possibles et imaginables, nous fera aimer quelque chose plus que tout et jusqu'au bout. Notre métier, DJ. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de DJ, le podcast. Épisode un peu particulier et différent puisque beaucoup d'entre vous m'ont envoyé plein de messages après les différents épisodes. Et d'ailleurs, je vous en remercie beaucoup. C'est toujours agréable d'avoir du soutien et du retour. On m'a souvent demandé, on m'a dit, on aimerait bien connaître ton histoire à toi. Des gens qui seraient intéressés de savoir comment j'ai fait, comment j'ai procédé et l'histoire, c'est-à-dire que comment on passe d'un gamin des quartiers qui n'est ni le fils d'eux ni le pote d'eux à être un DJ résident sur un média national qui est aujourd'hui Fun Radio. Je pense que vous le savez un peu tous. Alors, je vous explique un peu les conditions. Il est très tôt le matin. Il est 5h30 du matin. J'aime bien me lever tôt. Beaucoup d'entre vous le savent. Et je vais enregistrer ce podcast donc du coup tout seul puisque j'ai pas trouvé qui. Et puis je vais raconter des trucs hyper perso que j'ai eu du mal à raconter. Maintenant ça va mieux, mais il y a des choses très personnelles que je vais raconter aujourd'hui. C'est pas que j'avais pas envie de le raconter à quelqu'un, c'est que je me dis, bon, je vous cache pas que je me suis un peu pris à la dernière seconde aussi et que tous les gars à qui je pensais, c'était pas forcément dispo, donc j'ai dit que j'allais le faire tout seul, j'allais parler tout seul devant un micro. Alors moi j'ai pas de problème pour ça, donc alors peut-être certains vont trouver ça très égocentrique et je vous en voudrais pas et je vous invite à zapper cet épisode et puis d'autres vont trouver ça intéressant et je vous en remercie. Donc merci d'être resté déjà jusqu'ici. Alors on va parler de plein de choses. Je vais vous raconter 2 choses il y a une chose très mauvaise et une chose très bonne. Je vais déjà vous raconter une très bonne chose, je vais vous raconter comment je suis arrivé chez Fun Radio. Donc ça, je sais que ça intéresse beaucoup et c'est pas un secret en vrai de vrai. Donc je vais vous raconter comment j'y suis arrivé, comment on est arrivé, comment je suis arrivé à l'antenne et je vais vous raconter ce qui a été une des phases les plus dures de ma vie, pas forcément de ma carrière mais de ma vie, et c'est l'escroquerie que j'ai subie par ma première équipe de production. Parce que j'ai subi une escroquerie qui a failli me faire tout arrêter en 2015. Ça a été très dur, vraiment très dur psychologiquement, puisque moi comme je dis souvent, je suis un mec assez vaillant, c'est-à-dire que j'ai pas peur de grand-chose et il y a pas grand-chose qui m'arrête, mais là ça a été très 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 dur. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais avant tout ça, je vous raconte le début, bien sûr, un peu comme on va essayer de le mener comme un DJ le podcast classique entre guillemets, c'est-à-dire que je vais laisser tourner. On va rien couper, je vais enregistrer. Vous allez entendre des bruits de fond, vous allez peut-être m'entendre tousser, boire mon café. Enfin, c'est comme si on était ensemble dans l'esprit de ce qu'est DJ le podcast. Il y a rien de surfait. Enfin voilà, c'est du vrai, du naturel. J'ai l'impression que ça me correspond un peu. Ça commence il y a longtemps.
Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de mon passage à Chartres où je commence à raconter une partie, je vous invite d'ailleurs à aller la voir parce que cette vidéo elle est grandiose et c'est certainement aujourd'hui ma plus grande prestation puisque on a quand même eu 22 000 personnes ce jour-là. Donc je commence on est en 92, 93 et ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base faut se remettre dans le contexte de l'époque. DJ ça existe pas, il y a pas l'UCPA, il y a pas tout ça. Ça existe très peu. Le métier de DJ existe très peu encore pour l'instant. Et pardon. Moi, je veux faire radio parce qu'il y a un truc qui me fascine, c'est ces gars qui parlent derrière. C'est ces gars qui parlent dans le poste. Ce poste que je passe tout mon temps libre à écouter. Je joue un peu au foot, quoi, mais au-delà de ça, je passe mon temps à écouter Énergie à Mulhouse. Voilà. Et je trouve ça incroyable. Ces gars qui ont la pêche au micro, qui passent de la musique pour les jeunes. Enfin, je me dis, il y a un dos. Et j'apprends, enfin, après je les écoute tout le temps. J'apprends du coup qu'il y a un studio Énergie à Mulhouse. Et je un jour, par hasard, je trouve où ils sont et je fais le sitting en bas des studios pour les voir. Pour voir parce qu'ils étaient 2, je crois, pour les voir, pour voir le staff. Je voulais juste les voir. Pour moi, c'était des stars. Et je les vois. Voilà, je vois des gars sortir des studios, je reconnais leur voix de loin et tout, et j'y vais tous les jours, quoi. Mais je veux juste les voir. C'est là que commence la détermination, hein. Parce que il y a quand même toujours il y a un mindset dans le podcast, c'est essayer de vous donner un peu de force, quelques idées pour avancer en s'inspirant de ce que les autres ont fait. Et je les vois. Je les vois une fois, je les vois 2 fois, je les vois 3 fois, et puis la 4e fois, le mec, il y a un animateur qui me dit bonjour. Waouh, trop con. Moi, j'ai 13 ans, j'ai 14 ans. Et après, j'y vais un peu moins, mais j'y vais. Et puis un jour, il y a un animateur, il vient, il me dit, mais qu'est-ce que tu attends là? Il me dit, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu attends? Moi, je dis, moi, je m'appelle Alex et je voudrais être animateur radio. Il me dit, ok, mais pourquoi tu sonnes pas? Je dis, j'ai pas osé, quoi. Et il m'a dit, si tu veux, tu reviens demain et je te fais voir je te fais voir les studios. Donc vous imaginez mon état d'excitation, moi tout jeune. J'étais bien sûr au rendez-vous le lendemain. Il m'a fait visiter des studios et j'ai dit ok, bon j'ai envie de faire ça quoi. Et après je me renseigne comment il faut faire animateur radio et c'est un peu plus compliqué puisque moi je suis un gamin des quartiers et je suis pas le fils de, je suis pas le pote de, je suis vraiment pas. Il faut vraiment se rendre compte, faut vraiment se mettre dans le contexte où il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas quoi. Donc je pars de zéro, vraiment zéro. Il y a pas de budget chez moi, tu vois. Il y a rien. Donc je me rends compte qu'il y a une école de radio à Paris qui s'appelle le Studec aujourd'hui qui est super réputée. Aujourd'hui toutes les radios nationales quasiment sortent tous les animateurs des grandes nations, c'est important ce que je veux dire pour la suite de l'opération. Tous les animateurs des grandes nations sortent du Studec pour vous dire que ce soit les animateurs ou les réalisateurs et donc je me rends compte très vite que ça va pas être possible. Puisque on n'a pas d'argent, on n'a rien quoi, tu vois. Donc c'est compliqué. Donc je me dis ça viendra peut-être plus tard ou ça n'arrive pas. Et puis bon, moi je suis passionné de musique, tu vois, et je saoule mes potes avec la musique, avec la radio, avec tout. Et donc je me retrouve un jour invité à une boom d'anniversaire, à une fête d'anniversaire un samedi après-midi d'une copine de mon collège et je vois arriver un mec avec plein de matériel, avec un micro, voilà, parce que c'est le micro qui m'intéressait. Et je dis à mes potes, mais c'est qui ce gars? Je dis, il va faire de la radio ici, mais c'est pas possible. Pardon.
Et j'ai un de mes potes qui me dit non, moi j'étais au mariage de mon oncle, on appelle ça un DJ, un disque jockey. Un DJ jockey, il dit même. Et il dit, il va faire du cheval ou quoi? Comment ça se passe? Il me dit non, c'est un mec qui passe des disques et puis nous on danse. Je dis ah ouais, incroyable ça. Et puis je tombe sur le charme de ce gars. Alors le charme professionnel, qu'on s'entende bien. J'ai des étoiles dans les yeux, je me dis mais wow, c'est quoi ce dos là, c'est quoi ce truc? Et donc lui, en effet, il mettait de la musique, mes potes ils dansaient, bon, pour moi c'était Michael Jackson ce jour-là. Bon, il faut s'avérer que, en fait, il s'avère que c'était pas terrible, mais voilà, c'est ma première rencontre avec le métier de DJ. Le coup de foudre a été instantané, on va pas se cacher. Ça a été une révélation, une illumination pour moi, mais surtout vers 17h, le DJ tombe ivre-mort parce que voilà, c'était un peu compliqué pour lui apparemment. Et justement, la copine qui fête son anniversaire me dit, elle sait que je suis passionné de musique, elle me dit, Alex, il faut que tu sauves mon anniversaire. Je sais que t'aimes la musique. Est-ce que tu peux passer la musique pour mon anniversaire? Et je lui dis, bien sûr. Bon, j'ai jamais touché une platine de ma vie. C'est la première fois que je voyais de mes propres yeux une table de mixage. Alors je l'avais vue au studio d'énergie. Elle était beaucoup plus petite que celle de la radio. C'est marrant parce que je me suis mis derrière les platines et tout était naturel. C'est-à-dire que j'ai su me servir de la table de mixage quasiment instantanément. J'ai su la platine vinyle, parce que c'était des vinyles à l'époque, il n'y avait pas de MP3 ou même pas de CD. J'ai su m'en servir instantanément. C'était naturel, quoi. Alors, c'était pas mes disques. J'ai pris un des premiers disques qui traînaient, que je connaissais, et j'ai mis ce premier disque et j'ai vu tous mes potes du collège danser. Et j'ai dit, je le fais comme sur la vidéo. C'est ça que je veux faire. C'est ce métier que je veux faire. Ça m'avait l'air un peu plus accessible, sauf qu'après, quand j'ai commencé à me renseigner sur les prix du matériel, c'était un peu moins accessible. C'était très chaud, c'était très très dur. Mais je me suis dit, il y a un dos, il y a un truc à faire. Et vraiment, il y a eu ce coup de foudre et cette acceptation. C'est-à-dire que le métier, il m'a dit, viens avec nous. Toi, on sent que tu vas pouvoir... on sent que tu vas faire quelque chose avec nous. C'est très imagé, parce que d'habitude, tu es quelqu'un de très terre à terre, mais j'ai envie de vous expliquer un peu dans quelle situation j'étais. Donc, j'ai 15 ans, non, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans, puisque un an après vient ma première sortie en discothèque. Alors oui, je suis sorti en discothèque à 15 ans. On m'a accepté à 15 ans. Je faisais sûrement un peu plus. C'est pour ça que moi je râle pas. Je râle pas trop sur les patrons qui acceptent les jeunes mineurs, parce que je l'ai été aussi. C'était peut-être une époque un peu différente, ou alors c'est moi qui suis juste un peu plus vieux. Mais c'est un long débat. On va pas entamer ce débat ici. On n'est pas là pour ça. Bon voilà, je me prends la pleine face. La sortie en discothèque, la première, elle est chargée d'émotions, puisque je vois tous les lumières, le DJ, le monde. C'était incroyable. Franchement, j'ai presque des frissons juste en parler. Et j'ai fait un peu comme avec l'animateur radio. C'est-à-dire que moi, j'étais pas sur la piste. Voilà, j'étais pas sur la piste. La régie du DJ, en plus, on pouvait tourner autour. Et je passais toutes mes soirées derrière à regarder ce qu'il faisait. Voilà, j'ai passé tout mon temps. Mes potes à qui je venais me disaient, ouais, pourquoi tu payes l'entrée pour pas venir sur la piste? Viens, il y a des gonzesses, machin, il y a des gonzesses, tout. Viens, on va boire un coup. Moi, j'ai bu un peu d'alcool, c'est vrai. Mais à cette époque-là, j'en buvais pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qu'il faisait, écouter ce qu'il disait, écouter ce qu'il se disait, parce qu'ils étaient deux. Enfin voilà, c'est ça. Et comme pour la radio, j'ai un jour suscité l'interrogation de
des DJ me disent mais t'es qui toi, enfin pourquoi tu regardes, et juste leur faire salut, ça me, puis ils me faisaient salut, hein. Il y a un moment où à force de voir ils me faisaient salut, enfin bref. J'ai commencé à rentrer en contact avec eux et on discutait un peu et je leur disais que je voulais être DJ et que en parallèle, alors du coup le travail qu'on a commencé en parallèle, c'est que il y a des choses qui se passaient dans ma vie. Donc moi je suis originaire, né, et je pense que je mourrai à Mulhouse en Alsace parce que ici c'est chez moi et je m'y sens bien. Il y avait des après-midi pour les jeunes qui étaient organisés dans des bars. Et je prends un peu de temps sur le début parce que le début est important en fait. C'est parce que c'est de là que tout part et c'est un peu le leitmotiv de ce podcast. J'ai envie que vous sachiez comment ça part pour arriver où on en est. Et là c'est un peu plus facile pour moi puisque le DJ qui met la musique, c'était un pote à moi. Alors en vrai je savais pas qu'il était DJ pour être honnête, donc du coup je me suis dit putain mais vas-y, apprends-moi, fais-moi faire des trucs, enfin je sais pas, tu vois. Et à côté de ça, j'étais apprenti, donc du coup là, en parallèle, du coup je suis apprenti parce qu'il y a pas de formation pour les DJ, donc je suis apprenti peintre en bâtiment. Quasiment tous mes salaires ils partent dans des locations de platines parce que vu que j'ai pas l'argent pour m'acheter des platines, bah du coup je les loue. Je vais les louer. Pardon. Je vais les louer, je vais les chercher dans un magasin qui est au centre-ville de Mulhouse. Je les ramène dans le bus. Enfin, vous voyez alors c'était pas des Technics, il y avait les Technics. Alors il fallait que j'achète des disques en plus à côté. Enfin, tout mon argent est parti là-dedans. Au lieu d'acheter des platines, eh ben je les ai loués au début parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas moyen de faire un prêt. Enfin, j'avais pas quoi, il y avait pas. Donc je devais me débrouiller comme ça et je commençais à taquiner un peu, mais c'était vraiment pas ça quoi. Et mon pote, il me dit voilà, ben si tu veux, vas-y viens avec moi. De temps en temps, je te fais faire un ou deux mix. Alors lui, il avait des doubles platines BST, tu vois, c'était pas terrible. Hein. À l'époque, au magasin de Sonos, je louais des Denon, des DN2000F, donc pour les anciens. Donc on avait la commande, le pitch bend, la recherche des tracks sur un module. Et après, le chargeur de CD était en bas. C'était la révolution, quoi. C'était avant Pioneer. Et il y avait des platines, donc il y avait celles du son de chez Pioneer. C'était l'enfer. Quand je devais les ramener, c'était l'enfer. Je me souviens qu'une fois, un jour, j'ai négocié pour parce qu'à force de le venir louer, forcément, c'est toujours été comme ça. À force de venir louer, du coup, je me suis fait pote avec le patron du magasin. Il avait tellement pitié de moi qu'un jour il m'a donné un bout de son local où il me laissait rester le temps de l'ouverture du magasin. Je pouvais rester mixé dans une pièce, voilà. C'était très folklorique, mais c'était la détermination. J'étais déter. Il y a rien qui allait m'arrêter. Surtout pas ça. Je bois une gorgée de café. Excusez-moi, faites-en autant si vous êtes tranquille. Et puis si jamais vous êtes en voiture ou autre, je vous fais attendre 30 secondes, enfin 2 secondes. Donc on arrive, on est là et je suis dans le samedi après-midi. Je suis dans ces bars où ils accueillent des après-midi pour les jeunes. Et le soir, j'essaie d'atteindre en fait ce Graal. Et je suis pas très loin. Hein. Et un jour, on me dit, si tu veux, au club, donc à la discothèque, c'était le hangar, parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Et il dit, forcément, je commence à sympathiser avec lui. Et puis du coup, il me dit, si tu veux, demain, c'était un vendredi, et puis demain, ou je sais plus. La prochaine soirée, tu peux mettre 2-3 disques si tu veux. Tu peux mettre 2-3 disques si tu veux. Pardon, je l'ai mangé. Donc vous imaginez mon état d'excitation ce jour-là. J'ai mixé, j'ai totalement foiré ces 3 mix parce que j'étais pas prêt, j'étais pas préparé. J'étais juste content de pouvoir y arriver, mais j'y étais quoi. Voilà. Et c'est pour dire que le début de carrière souvent il est déterminant. Et souvent, on me demande comment on fait pour ci, comment on fait pour ça. Souvent, je dis que il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle, et que si vraiment on est passionné et si vraiment on a envie de le faire,
on trouvera la solution pour le faire. Parce que moi, j'avais pas de solution, quoi. Je suis parti à vraiment, j'ai commencé la partie de Scrap que avec des W, quoi. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de contact, et pourtant j'y suis arrivé. Et juste par la détermination, y aller, j'étais là, quoi. Bon, après, du coup, j'ai eu accès à un poste dans un bar un après-midi, et je passais tout mon temps. Je mixais le samedi après-midi et je passais tout mon temps libre. Cette fois-ci, à plus écouter la radio, mais à aller dans ce bar et à mixer au casque. J'avais accès aux platines du coup. Et là, ça a été la révolution. Là, j'ai 17 ans et j'ai accès à du matériel quand je veux. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de temps. Et à ce moment-là, en même temps, ouvre un magasin de disques à Mulhouse. Dis ce que tu veux. Denis, je pense pas que Denis, le patron, nous écoute. Aujourd'hui, Denis, c'est redirigé vers la vente de matériel en ligne, mais c'était la révolution. Je passais des heures dans ce magasin. On avait le droit d'écouter les disques et tout. On avait des platines. Bon, alors, pas de table de mixage, mais on avait des platines. On pouvait écouter les disques, quoi. Voilà. Les anciens comprendront ce que je dis. C'est l'arrivée du CD aussi. Donc, les CD arrivent, alors moi, je l'ai pas subi parce que j'ai grandi avec. Hein. Donc c'est vrai qu'avec j'avais des Denon 2000F dans ce bar et je me suis régalé. J'ai passé des heures à travailler ma technique en fait comme ça. Et donc un jour dans ce bar, je rencontre voilà. Du coup après on commence à faire des rencontres parce que forcément on est au platine. Et je rencontre c'est mon pote, j'ai mon pote qui a arrêté avant, il a pris la place, enfin j'ai pris sa place parce qu'il a arrêté, parce que lui il a eu un taf de light jockey dans un club. Tu te rends compte l'évolution, pour moi c'était un truc de ouf quoi. Mais j'ai pris sa place, je commençais à gagner d'argent, pas grand chose, mais je gagne d'argent. Et pardon parce que je fais un truc en même temps, n'importe quoi, tu vois, Alex tout craché. Je fais mes après, mais voilà. Et un jour, mon pote qui a accès, qui est là dans ce club, me dit voilà, on fait des répétitions. Je mets la musique pour un groupe de danse qui travaille à la discothèque. Et aujourd'hui, je peux pas venir. Est-ce que tu peux me remplacer? Bien sûr. J'ai jamais dans ma carrière, il y a très peu de moments où j'ai dit non. Il y a eu des moments très spécifiques où j'ai jamais dit non, alors que parce que à l'époque quand la copine elle me demande de mettre la musique pour son anniversaire, je suis pas DJ, mais elle me dit tu peux mettre la musique, je dis bien sûr, tu vois. Il y a des moments comme ça clés où j'ai pas dit non parce que il y a des moments où il faut pas se poser de questions. C'est important que vous notiez ou que vous l'imprimiez. Il y a des moments où il faut pas se poser de questions, faut arrêter de se poser des questions. Faut juste essayer de se dire vas-y j'y vais, on verra bien. Et donc je remplace, je fais une répète, ça se passe plutôt bien, mais du coup alors certes il est 18h ou 19h je crois le soir, et c'est un groupe de danse en fait qui répète des défilés dans la discothèque. Donc ça veut dire que moi je suis au platine de la discothèque pour mettre la musique pour eux. Alors il y a personne qui danse, tu vois, mais je suis au platine d'une discothèque. Oh là là. Imaginez-vous, là, j'ai 17 ans, 18 ans, je crois, maintenant. Je suis en trip, quoi. Je suis en kiff. Donc, vraiment, c'est vraiment incroyable. Et c'est comme ça que se fait le chemin. Donc, je pense que vous le sentez arriver. Vous le voyez arriver. Et puis, du coup, à force d'être, parce que il me demande de le remplacer un peu de plus en plus souvent parce que lui, il a accès à d'autres choses. Et donc moi je leur mets la musique et du coup je commence à rencontrer le patron, je commence à rencontrer le DJ de la discothèque et c'est comme ça que ça se fait. Et après ils me disent voilà passe un samedi soir, tu vois. Excusez-moi, je vais me moucher carrément. Je suis désolé hein, mais on reste dans le même esprit, je coupe rien et voilà. Donc excusez-moi, c'est pas c'est pas la seconde la plus glamour du podcast. Mais on est tôt le matin et du coup
J'ai besoin de faire des purges. Donc voilà, j'ai accès à ça et je vais aller un peu plus vite maintenant. Mais c'était surtout pour inciter sur le début parce que souvent on demande comment on a fait, mais en fait j'ai pas fait grand chose. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai pas fait grand chose. J'ai juste cru, j'ai juste su que ça allait être ça et je savais pertinemment que j'allais le faire. Je savais pas quand, comment, où, mais je savais que ça allait marcher. Et la détermination, taper à des portes, le fait d'y croire et d'être là, c'est ça qui a fait beaucoup. Donc du coup on me dit de passer un samedi soir et puis mon pote était pas là, donc j'ai pu me mettre aux lumières et puis je pense que les patrons et les DJ du club ont senti que j'étais un peu plus sympa avec mon pote et du coup mon pote il allait travailler ailleurs et après parce qu'avant on tournait vite, tu vois, parce que les jeunes qui étaient motivés, il y en avait pas beaucoup et dès qu'il y en avait les clubs se les arrachaient un peu entre guillemets, c'est un peu comme aujourd'hui en vrai. Hein. Aujourd'hui, si t'es jeune et que t'es motivé et que t'es passionné, et que t'es prêt à faire quelques sacrifices et des efforts, je vois pas aujourd'hui ce qui peut t'empêcher de faire une carrière dans une discothèque à part ton ego et à part tes prétentions. Donc du coup, je me retrouve au light de ce club-là pendant 8 mois sans toucher un argent, sans toucher, on doit payer avec des coca quoi. Donc faut bien. Et comme par hasard, le sort a voulu que le club, ce club-là, c'est le Calypso Club à Mulhouse, s'il y en a qui m'écoutent de Mulhouse, c'était situé rue de Bâle, et moi j'habitais à 50 mètres, quoi. Mes parents habitaient à 50 mètres, c'était grandiose. Et là, je commence à faire mes premières nuits entières, mais juste aux lumières, quoi. Et puis après, au bout de 4 mois, le DJ il me dit, vas-y, tu vas mettre les slows. Il me dit, tu sais mixer, toi? Parce qu'en parallèle, je faisais les après-midi aussi, hein. Je faisais les après-midi et je faisais la nuit. Donc, je faisais l'après-midi où j'étais payé et pas grand chose, hein. 50, 100 balles, je crois, même pas. Francs, hein. D'accord? Et la nuit, j'étais pas payé, mais je m'en foutais. C'était pas un problème pour moi. Donc, en plus, c'était à côté de chez moi. Enfin, et au bout de 4 mois, il me dit, vas-y, mets les slow. Alors, c'était réglé comme du papier à musique, hein. Après les slow, ils mettaient le reggae. Donc, au bout de 2 mois de slow, donc après, du coup, moi, je passais ma semaine en excitation à attendre ce samedi où je puisse mettre ces 4 disques de slow dans cette soirée. Il faut vraiment, tu vois, on se contentait de peu avant quand on était, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont accès à plus de trucs. Et puis c'est la génération tout de suite et ils ont besoin. Mais si vous êtes jeune et que vous écoutez, il y a un truc. Si je peux vous donner un vrai conseil, c'est patience. Parce qu'avec la patience, tu as tout. Je te jure. Je vais vous raconter des phases dans mon parcours où j'ai été patient et ça m'a servi jusqu'à il y a pas très longtemps. Hein. Donc et donc après, elle me dit, tu mettras après les slows, tu mettras le reggae. Bon, il mettait toujours le même disque, hein, en vrai, hein, donc elle avait capté les disques. Et moi, je changeais un peu l'ordre. Et je changeais un peu de musique, tu vois. Parce qu'il y avait d'autres trucs que j'aimais bien, moi, tu vois, parce qu'à l'époque, on était hyper cultivés. J'avais 19 ans, alors là, on arrive, 18 ans et demi, pardon, et le club, il est interdit au moins de 25. Donc, comme ça, musicalement, vous situez à peu près, surtout au niveau de la culture musicale, ce que j'ai dû apprendre très vite. Et ça m'a beaucoup servi, cette phase-là. Et voilà, ça fait 8 mois quasiment, j'ai 19 ans, on est en 98, voilà, et là maintenant on est en 98, on doit être en juin, je vais finir mon contrat d'apprentissage, et je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je veux faire, mais je sais pas si je vais y arriver, donc... Là, je suis aussi au bout, moi, parce que moi, j'ai 19 ans et les jeunes dans le bar l'après-midi, ils commencent à être un peu plus jeunes. Et j'ai envie de faire un peu plus le club, mais... Et puis, je sens que ça arrive. Bref, je réfléchis pas non plus, tu vois. Et parce qu'à 19 ans, qu'est-ce que tu veux réfléchir? T'habites chez tes parents, voilà. Après, juste mon père qui me mettait la pression, voilà, parce que c'était un boulot de merde, hein, parce que c'était pas un travail, ça. Enfin, ça, beaucoup d'entre vous ont sûrement... y ont été confrontés. Et un jour, le DJ du club me dit, moi tu vas mettre les slows, et je vais pisser et je reviens. Tu mets le slow, le reggae, et puis après je reviens. Je vais pisser et je reviens. En gros.
Et il est jamais revenu. En fait, il m'a laissé faire le reste de la soirée, un peu comme un essai que j'ai réussi. Parce que du coup, vu qu'il venait pas, j'étais un peu en panique, mais je savais ce qu'il fallait mettre. Donc, et du coup, j'ai fini la soirée. À la fin, il est venu me voir, il me dit, bravo Alex, tu as passé ton essai, je vais m'arrêter. Maintenant, c'est toi qui vas prendre la place. Waouh! Donc tu vois que dans le plan, ça marchait, quoi, parce que du coup, je me retrouve dans le bureau du patron, Bernard Zenou, que j'embrasse tendrement. Parce que j'ai encore des contacts avec lui aujourd'hui. C'était mon premier patron. Et il me fait venir dans son bureau. Et il me dit, bon Alex, Christian s'en va. Il s'appelait Christian, l'ancien DJ. Je bois un coup de café, excusez-moi. Christian s'en va. Tu vas prendre la place. C'est bien ce que t'as fait. Cool. Donc on travaillait, premier emploi. Donc je deviens pro le 1er juillet 98. On travaille 6 jours par semaine. 6 nuits. Ouais. Du lundi au samedi. Et on est dans son bureau, il me dit voilà, il me dit bon le salaire. Ah ouais, parce que en plus je vais être payé, c'est ce que je passe dans ma tête. Il dit voilà, le SMIC c'était 5000 francs. Je te propose 5000 francs. Ça veut dire 800 € pour travailler du lundi au samedi. Pour travailler du lundi au samedi, les nuits, 800 €. Alors je vous laisse 2 secondes, je vais finir mon café pour... Alors vous qui êtes jeune, alors vous qui êtes un peu plus expérimenté, la question va pas se poser, mais si toi t'es jeune et que maintenant je te propose un poste de résident 6 nuits par semaine, bon, au niveau de la CGT tout ça passera pas, mais si maintenant je suis patron de discothèque ou patron de bar, je te dis tu viens mettre la musique chez moi 6 nuits par semaine, je te donne 800 € par mois, je te laisse réfléchir, est-ce que tu le fais ou pas? Si jamais tu regardes cette vidéo sur YouTube, si tu écoutes ce podcast sur YouTube ou si tu regardes sur Ocha directement ou sur Spotify, viens en DM sur Insta et dis-moi oui, j'accepterai le poste ou non, jamais de la vie. Je bois un coup de café, je vous laisse, c'est la pub. Moi, j'ai dit oui tout de suite, hein. Clairement. Déjà, je pensais même pas te payer. Donc, pardon, je me désaltère. Oh, ça fait du bien. Donc, me voilà, 1er juillet 98, je suis DJ professionnel. J'ai pas fait beaucoup de disco mobile. J'en ai fait. J'ai fait des soirées avec des potes pour des potes qui nous ont coûté un fric de fou, mais c'était tellement bien. On discutait, on réfléchissait tellement pas. Voilà. On a beaucoup fait travailler cette société de location de matériel qui était Pyranime à l'époque. On lui a loué des matos, le jour où on s'est rendu compte qu'on pouvait louer des RoboScan, enfin, bref. La passion était là, et c'est ça le plus important. La passion, si on y croit, si on est passionné, on y arrivera toujours. Donc, je vais aller un peu plus vite maintenant. Je passe 8 mois au platine de ce club-là. Et puis, comme je disais avant, les jeunes qui étaient motivés, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand il y en avait, les patrons, ils venaient vite piocher dedans. Donc, je suis venu, j'ai été débauché pour aller dans un club un peu plus jeune, mais pour le même salaire. En fait, on m'a débauché. Alors, pour travailler 2 nuits de moins, quand même, je crois. Ouais, je crois qu'on travaille du mercredi au samedi. Donc, pour le même salaire. Donc, en vrai, ça allait, tu vois. Donc, mais c'était pas... Le club était trop compliqué. Ça marchait pas et j'avais pas les épaules encore à cette époque-là. Et il y a un club leader dans ma région, dans ma ville. Il y a un club. Je pense qu'on a tous un club en tête où tous les DJ ont eu un jour de travail dans chaque ville. Et moi, ça s'appelait le César Palace. Et il y avait un DJ emblématique qui s'appelait Axel, que tout le monde voulait connaître. Et moi, j'étais jeune DJ et j'ai refait... Alors moi, mon objectif, c'est d'aller travailler au César, pour être clair. Hein. Et j'ai refait la même technique que la radio et que le club avant. C'est-à-dire que... je travaillais pas le dimanche soir, et le dimanche soir là-bas, c'était la soirée phare. Et un jour, je commençais à connaître un peu de monde et on m'a présenté à Axel et j'y allais tous les dimanches et je me postais toujours au même endroit, à côté de la régie, pour voir ce qu'il faisait. Voilà, c'était
le procédé, c'était toujours le même. Et puis un jour, on commence à discuter avec Axel, tac, tac, tu vois, enfin, je commence à me dire, putain, je commence à discuter avec la Jet Set, ça commence à le faire. Et moi, je suis dans ce club-là où je suis très enfermé. Et avec Axel, il y a un binôme, il y a un copilote qui est d'origine portugaise comme moi, qui s'appelle Luis da Costa. Je sais pas si Luis entendra ce podcast, mais je te passe un grand bonjour, Luis. On discute des fois un peu sur les réseaux. Et bon, Luis, envie d'autre chose, tu vois, il s'en va. Il s'en va du César. Déjà, moi, je dis, il est fou, lui, tu vois. Mais il s'en va pour venir travailler dans le club où je travaille. Parce que moi, j'ai pas les épaules pour... parce que le club est en plein centre-ville de Mulhouse. Ça marche, mais ça suffit pas. Parce que moi, j'ai pas les épaules. J'ai pas le métier, j'ai pas... Je suis un piou-piou, quoi, tu vois. Et, mais ma force à moi, c'est musicalement, puisque j'ai été éduqué dans un club interdit aux moins de 25 et que j'en avais 19, je suis quand même là, quoi, tu vois, et j'arrive à tenir la baraque musicalement parce que j'ai une super culture. Et Louis vient travailler au Pharaon. Le nom est un peu bancal, hein, on se l'entend. Oh, mes mouches, excusez-moi, je préviens même plus, le gars, il est chez lui, quoi. Oui, en plus, je suis chez moi. Donc lui, je viens travailler chez moi. Putain, quand j'apprends ça, c'est la révolution. J'aurais très bien pu le prendre, genre, ouais, il vient prendre ma place. Au contraire, il vient travailler avec moi, quoi. Et donc, du coup, je sympathise avec lui. Donc, du coup, du coup, là, lui, il me présente le tout Mulhouse, quoi. Bon, c'est pas le tout Paris, c'est le tout Mulhouse. Il me présente à tout le monde. C'est la révolution pour moi, hein. Je passe dans un autre antre, tu vois. On était une bande de quelques jeunes DJ et les autres DJ travaillaient sûrement dans des clubs meilleurs que le mien. Mais du coup, je me retrouve en pole position puisque je fréquente Louis souvent. Et je passe mon temps avec lui parce que je veux écouter ce qu'il a à me dire, je veux regarder ce qu'il fait, je veux tout, quoi. Je veux tout savoir, je veux tout prendre de lui. Et j'ai l'impression que lui, il m'aime bien. Enfin, c'est même sûr, Louis m'aime beaucoup. Et parce qu'il sent en moi quelque chose. Et puis on passe des mois et puis moi je bosse, je charbonne, je le regarde, je l'écoute, il me donne plein de conseils, je l'écoute et puis à chaque fois il me tape sur l'épaule, il me dit Alex c'est bien et tout. Et un jour il me dit franchement Alex c'est super ce que tu fais mais tu pourras rien faire pour ce club-là. Ok. Ben je dis on fait quoi alors? Et il me dit moi je vais retourner au César. J'ai une propos, enfin on a rediscuté, c'était un peu embrouillé. Il me dit je vais partir, je vais retourner au César. Je dis oh putain. Parce que pour moi, le César, c'était inaccessible. Donc je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver tout seul ici. Et parce qu'avec lui, j'étais bien, j'apprenais. Et puis c'est avec lui que c'est là où je commence à vraiment évoluer au niveau de mon métier. Je commence à bien animer au micro. Je commence à structurer mes soirées musicalement. Je commence à apprendre la com, les partenariats. Et puis d'un coup, je me rends compte qu'en fait, il va se barrer et que je vais me retrouver tout seul, mais je suis pas prêt. Et il me dit non mais je vais au César et je vais t'emmener avec moi. Et du coup il commence à m'emmener avec lui. Je commence à accéder au César les après-midi parce que là-bas il y avait un vrai staff au niveau de l'artistique. Il y avait le fameux Axel et je me retrouve là-bas les après-midi alors que je travaille dans l'autre club, hein, à monter des soirées avec eux pour le César, enfin à faire de la déco et tout. Je faisais de la déco pour le César alors que je travaillais d'ailleurs. Je vous laisse imaginer le niveau de concurrentialité pas très bon, mais je m'en foutais moi. Tu vois, je me battais les steaks, tu vois. Je voulais aller au César. Et un jour on me dit voilà bon Alex, Louis va revenir. On a un poste pour toi. Alors, il faut savoir que le César, c'était un complexe, c'était un premier, donc là, on est en 99. Ça va vite, hein, c'est un an, hein, tu vois. Donc, on est mi-99. On doit être au printemps 99 et donc j'ai commencé en juillet 98. Donc ça a été vite, hein, tu vois. Donc, il me dit voilà, on a une place pour toi. Donc il y avait la grande salle principale qui était le cœur du clubbing. Dans toute ma région. Il y avait une salle hip-hop. C'était une vraie salle hip-hop qui s'appelait Feria.
et il y avait une salle qui s'appelait le Biblos, qui était rock disco reggae. C'est important, rock disco reggae. Et ce qu'aujourd'hui on appellerait une salle années 80, mais là-bas c'était rock disco, mais la prédominante c'était rock. Et je vais comme toujours, hein, comme tout. En fait, je passais toutes mes journées là-bas au César. Et je regardais comment ils travaillaient. J'étais juste là, quoi. Je leur faisais des cafés. Enfin bref, j'étais là. Et donc on savait qu'à un moment donné j'allais venir travailler là-bas, mais on savait pas où pour faire quoi. Et là, on dit voilà, mais écoute, on a une place qui se libère au Biblos, donc dans la salle rock disco reggae. Est-ce que tu la veux? Bien sûr, j'y connaissais rien. Rock, le disco ça allait, le reggae ça allait, mais le rock, tu sais, Led Zepp, AC/DC, les Doors, enfin j'y connaissais rien, mais je m'en foutais quoi. Donc après du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé toute mes journées derrière les platines de ce Biblos. Et j'écoutais tous les disques qu'il y avait dans le Biblos. Voilà ce que je faisais toutes mes journées, et c'est comme ça que j'ai appris le rock. Alors après, j'ai demandé des conseils, j'ai demandé des conseils à des DJ de là-bas, notamment à Hervé, qui était l'ancien DJ, qui était le fils cadet de la direction, qui lui était au platine, qui était passionné de rock, qui m'a appris le rock, alors qui m'a appris son rock à lui. Lui il était très tourné vers les Doors, tout ça. Et donc moi, je suis allé vers ça. Et donc après, on me propose le poste. Tu vas faire vendredi, samedi au Biblos. Et le jeudi et le dimanche, tu vas le faire au light dans la grande salle. Donc là, c'est la révolution, quoi. D'accord? Là, je suis payé à la soirée. Je me souviens plus combien. Moi, je me souviens plus combien à la soirée. Mais c'était la révolution. Alors après, j'ai attiré les premières jalousies de mes potes DJ, jeunes DJ. Et du coup, mais je m'en foutais tellement parce que j'étais DJ au César, et eux ils comprenaient pas parce qu'eux ils travaillaient déjà dans les clubs jeunes et ils y avaient pas accès, et moi j'y ai accès très vite. Donc j'étais au light avec Louis le jeudi et le dimanche, et dans la salle jeune où c'était le feu, quoi. Là, c'était vraiment toute la musique tendance. Alors nous, elle était très ce qu'on appelait la pumping house. Alors ce qu'aujourd'hui qu'on appelle, il y a encore un peu de pumping, mais c'était très disco house, en fait très bass house et très disco house. C'était très électronique en tout cas pour l'époque, mélangé avec à un moment donné du R&B à l'ancienne, à la bida, machin. Enfin bref, franchement c'était le feu, quoi. Je vous jure que je pense que les anciens connaîtront, qui ont connu les années 90, 2000 dans les clubs, sauront de quoi je parle. Mais aujourd'hui, le feu qu'on a dans les clubs, c'est rien comparé à ce que c'était le feu avant. Avant, c'était la guerre tous les soirs, quoi. Mais on parle de la guerre de 23 heures. Alors nous, on fermait à 4 heures du matin. Mais c'était la guerre de 23 heures, parce qu'il y avait une intro, on mettait une intro dans les clubs. De 23 heures jusqu'à 4 heures du matin, c'était la guerre. Et donc forcément, là, du coup, je progresse vite. Je progresse bien. Je suis très impliqué. Parce que pour moi, je suis arrivé au dernier niveau du jeu, déjà à 19 ans, quoi. Mais j'apprends très très vite. Je fais le job vraiment dans cette salle Biblos. Je fais vraiment le job. Ça se passe vraiment très très bien. Et un jour, on m'a même donné un bureau pour organiser des soirées. On m'a dit si tu veux, tu peux organiser les soirées étudiantes. Tu prends contact avec quand on a des assos étudiantes, tu les accueilles, tu prends contact avec eux et tu organises les soirées le jeudi. Tu te rends compte, franchement, où on en est. Et on m'a même donné un bureau et tout, hein. On m'a donné un bureau, mais j'étais comme un dingue, quoi, tu vois. Et je me souviens, comme si c'était hier, de cette phase. Je pense qu'on a tous des phases dans notre carrière où on a ce souvenir. J'ai Carole, qui était la fille du grand patron, qui s'occupait beaucoup de l'ARH, tout ça, et elle m'a dit voilà, Alex, on est très content de ton implication. Alors moi je me rendais pas compte de tout ça, que j'étais très impliqué, que j'étais tout le temps là, que je faisais du grave, parce que pour moi c'était juste naturel. Et elle me dit, je suis très contente. On est très content de ton application, on est très content de ton travail. On va te proposer un contrat à plein temps. Et moi, à l'intérieur, c'était
c'était le carnaval de Rio, quoi. Et j'essaie de rester un peu poker face, mais c'était dur. Et elle me dit, voilà, on va partir sur la base, nous, on part sur la base de 10 000 francs. C'est-à-dire 1 500 euros. Donc, on est passé en 1 an et demi, on est passé de 5 000 à 10 000. Aujourd'hui, à l'époque, toucher 10 000 francs, c'est comme si aujourd'hui tu gagnais 3 000 euros, quoi. Donc tu vois un peu, je passe de la précarité à... Donc là, je prends mon prêt. Je dis ok, bien sûr. Je prends mon premier appart, je m'achète une voiture, enfin, je m'achète... non, j'avais déjà une voiture, je crois, ouais, j'avais une voiture. Non, je sais que j'ai pris mon premier appart, enfin... C'était la révolution, quoi, tu vois. Et on arrive, donc maintenant je vais aller un peu plus vite, mais j'ai insisté sur ce début pour que, voilà, souvent on me demande comment ça a démarré, enfin comment on y est arrivé, et c'est que la détermination, c'est que la passion. Si vous n'êtes pas passionné, faut arrêter ce métier-là. Clairement, il faut même pas écouter la fin de ce podcast. Donc là, ça va vite. On est 99. On a malheureusement, enfin, on a en 2000. Non, c'est en 2001. On arrive au nouvel an 2000 et ça se passe bien. Et courant de l'année 2000, Axel s'en va. C'est un peu l'hécatombe pour le César et surtout pour moi parce que du coup, je me retrouve tout seul. Axel, Louis s'en vont. Je me retrouve tout seul. On me donne les platines de la grande salle du César et j'étais pas prêt. Moi, j'étais sûr d'être prêt, j'étais pas prêt. J'ai tenu 2 mois, je crois même pas. Après, ils ont mis un autre gars avec moi et puis je suis parti. Et puis Axel et Louis allaient travailler dans un autre club et ils avaient très envie de m'emmener avec eux. Donc je suis parti. Ils avaient envie d'ouvrir ce club-là, d'ouvrir un club et en fait il y a eu Bisbee et puis le patron du César a racheté ce club-là, il les a embauchés. Les travaux prennent du temps et moi j'ai pas de taf, donc du coup je vais travailler au Jet Set à Colmar, c'était un club à Colmar, donc il y a 30 km de chez moi. Et ouais, c'est moyen. Et du coup, j'ai l'opportunité de partir en Corse parce qu'en 98, donc je reviens au début, je fais un stage chez DJ Network à qui je passe un gros big up à Jean-Pierre Goffi, que j'ai eu il y a pas longtemps au téléphone. Je vais me moucher, je suis désolé. Oh, foudesse. Ça fait du bien. Et avec Jean-Pierre, ça se passe bien. Il fait même un article sur moi dans Only for DJ. Donc pour les anciens, pour les jeunes, c'était un magazine de DJ comme un peu DJ Mag aujourd'hui, mais c'était la Bible à l'époque. J'ai un article dans Only for DJ, ça se passe bien et je reste beaucoup en contact avec Jean-Pierre parce que j'ai fait un stage de 2 semaines et j'étais déjà pro moi à l'époque. Je travaillais déjà en club, c'était assez rare pour lui. Il me dit voilà, écoute, j'ai une opportunité pour aller faire une saison en Corse, est-ce que t'as envie d'y aller? Je dis mais grave, je me casse. Et je suis parti une saison en Corse. Tout s'est bien passé, j'ai appris les joies du 7 sur 7, ce qui n'était pas évident. Ensuite, voilà. Alors du coup, là, je vais accélérer un peu. Je voulais juste insister sur le début pour que vous, voilà, encore une fois, que vous captiez qu'il y a rien sans rien et qu'il faut faire des sacrifices au début. Et ensuite, bon là, j'accélère un peu, donc je fais un peu de la multi-résidence. Enfin, je reste en Corse. Après, je rentre. Après, je rencontre. On est en 2001, 2002 et je rencontre la mère de mon premier garçon qui elle veut me faire arrêter ce métier-là que j'ai arrêté pendant 18 mois. Donc la nouvelle leçon, c'est qu'il faut jamais arrêter si vous n'avez pas envie d'arrêter. Parce que de toute façon, ça revient toujours et la preuve, c'est que 1 an et demi après, je suis revenu. Et c'est là que démarre la vraie carrière. Donc parce que je reviens dans un club au centre-ville de Mulhouse avec un poste à plein temps, parce qu'avant il y avait que des postes à plein temps, on travaillait 5 nuits par semaine, du mercredi au samedi. Et là, j'apprends ce que c'est vraiment de charbonner, parce que du coup, je me retrouve à la tête de ce club-là, enfin à la tête aux platines, avec un patron assez, j'ai envie de dire manipulateur, mais le mot est peut-être un peu fort, mais je vais quand même l'employer. Donc en fait, il m'avait, donc je suis resté 3 ans dans ce club-là. Et donc 3 ans à 5 nuits par semaine, à 2-3 après-midi pour aller faire de la promo. Financièrement, c'était très dur. J'étais payé 1 200 euros. Ouais.
J'étais payé 1 200 €, c'était pas beaucoup, et j'avais un appart, j'avais une pension alimentaire à payer, c'était très très dur financièrement. Le patron nous imposait d'aller flyer dans les bars du centre-ville de Mulhouse, tout à nos frais. C'était très compliqué pour moi, vraiment. J'ai passé. Alors, c'est marrant et paradoxal parce que cette période est personnellement très appauvrissante. Parce que je suis vraiment dans le trou financièrement. Je dois retourner chez mes parents pour être très honnête. Parce que financièrement, je tiens pas la route parce que mon ex, ça m'a laissé plein de dettes et que je dois payer. Enfin bref. Et professionnellement, très enrichissante. Bon, heureusement, il y avait ça parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Là, j'apprends vraiment le taf. Alors, c'est un club à la base rock qui avait besoin de passer généraliste. Très honnêtement, le patron se le cachait, mais pour moi, il fallait passer généraliste. J'ai pris la décision de le faire passer généraliste tranquillement. Alors, je me suis fait cracher dessus par les fans de Metallica. Au début, quand j'ai passé le premier Fat Man Scoop, le Be Faithful, ça a été très chaud. Mais je m'en foutais, moi je savais où j'allais, même si dans ma vie personnelle c'était la catastrophe, mais dans ma vie pro, j'étais là, quoi. C'était moi le taulier, quoi. Mais à côté de ça, quand j'ai commencé à prendre trop de place et trop d'assurance, le boss qui était un ancien psy a réussi à trouver une faille en moi. Et tu sais, ce patron qui te dit, quand t'as toujours, il te dit, voilà, Alex, t'as de la chance que moi, je t'emploie parce que personne veut de toi. Enfin, t'as de la chance de travailler chez moi parce que personne veut de toi. En fait, il a réussi à me faire croire ça. Et au bout de 3 ans, j'étais toujours en contact avec les autres DJ. Même là, il m'avait fait. En fait, j'ai toujours été pote avec les autres DJ de Mulhouse, mais là, il a réussi à me faire à m'écarter un peu de mes potes. Et je revois par hasard Axel, donc qui était la star du César à l'époque, et qui lui vient d'obtenir un poste de directeur dans un très gros club qui a près de chez moi, qui est à Macumba. Et le premier DJ qui vient chercher, parce que tu sais, quand on arrive dans un club, en général, on essaye de monter une équipe autour de soi. Le premier DJ qui vient chercher pour être résident, c'est moi. Et moi, à l'époque, pour moi, je dois être content d'être à la salle des coffres, puisque en fait, il y a personne qui veut de moi. Et là, on se rend compte qu'en fait, le plus gros club du coin, Axel, qui est la star du coin, faut savoir, quand même, c'est toujours la star du coin. Et il vient me chercher moi. Et là, du coup, là, la lumière s'allume, quoi. On est 6 mois avant mon départ et on commence à rentrer en contact avec Axel parce que lui, il est pas encore au poste au Macumba et je me rends compte qu'en fait, j'ai été manipulé, quoi. Ça fait mal. Franchement, ça fait très mal. Il n'a pas cru, mon pote, quand j'ai démissionné, j'ai démissionné à 31 décembre parce que c'était prévu. Il a pensé que je faisais une crise de calcaire, en fait, pas du tout. Et donc, je pars au Macumba. Imaginez-vous, je passe d'un club qui fait jamais de guest, parce qu'avant, on n'avait pas besoin de guest. On a essayé, mais le patron était trop pince pour aller plus loin dans le projet. Je passe d'un club où il se passe pas grand-chose en termes de soirée à ma première soirée au Macumba, DJ Abdel. Donc, moi qui suis un gamin des quartiers, moi qui suis... beaucoup d'entre nous de ma génération vont dire que c'est la scène de la haine qui a inspiré, qui a donné envie au DJ d'être DJ. Moi, c'était pas ça. Mais j'avais cette influence urbaine, aujourd'hui qu'on appelle ça. Après, nous, c'était juste un peu de la musique qui racontait un peu ce qu'on vivait au quotidien. Et Abdel, moi qui suis de la génération Canal+, du coup, où je voyais Abdel à nulle part ailleurs avec Jamel Debbouze, c'était très particulier de rencontrer Abdel ce jour-là. C'est la première fois que je voyais un DJ guest. C'est la première fois que je voyais un DJ mixé avec un Serato. C'est la première fois que je voyais 3000 personnes dans un club. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir-là. Donc du coup, là, je me rends compte que... Et là, c'est l'explosion. En fait, en termes de musicalité, du coup, je
je commence à aller tellement loin, je commence à chercher tellement, c'est mes premières routines, machin, enfin, mes premiers scratch et tout, enfin, je suis pas un grand scratcher, hein, loin de là, mais je commence à essayer de développer un peu de technique encore en plus. L'animation micro, un peu moins, parce que Axel était chargé de l'animation micro dans la grande salle, donc moi j'étais au platine et lui il animait. Donc c'était assez confort pour moi, mais surtout je rencontre les DJ guests, et je dis ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Et puis je fais mes armes, et donc on était un complexe multisalle, et Alex, le couteau suisse musical, eh ben on décide de le faire tourner dans toutes les salles. Donc j'ai fait la grande salle généraliste, j'ai fait salle techno. Alors t'imagines, à l'époque moi j'étais pas calé, mais j'ai essayé de faire au mieux. J'ai fait salle années 80, salle latino à l'époque. Déjà, il y avait une salle, j'ai bu un coup en même temps. Salle années 80, salle machin, enfin bref, salle, non, il n'y a pas de salle rock. Il n'y a pas de salle rock à l'époque. Et bon, ça me saoulait un peu parce que je voulais être dans la grande salle, tu vois, mais j'étais tellement performant un peu partout. Il y a une salle hip-hop aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Et je me débrouillais un peu partout. Alors, j'étais pas un grand spécialiste d'un certain style, mais j'arrivais à m'adapter à tout. Ça a toujours été ma force. Et bon, voilà, après, il y a des petits clashs, je décide de partir, je reviens, enfin, tu connais, tu vois, je pense que c'est arrivé à tout le monde aujourd'hui, parce qu'on a envie de plus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'arrive dans un endroit, j'ai vu que je travaille tellement, j'étais très vite plafonné au niveau de la musique, et donc là, on est en 2010, et c'est là qu'arrive maintenant le gros du truc. Donc au Macumba, j'étais sondé Yacast. Alors Yacast, c'est un institut de sondage qui sonde ce que jouent les pas que les clubs, parce qu'il y a aussi un Yacast pour les radios, mais là on va parler du Yacast pour les clubs. Donc c'est un classement, c'est un institut de sondage. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Ouais. On va dire que c'est un institut de sondage qui sonde ce que jouent les clubs en soirée, avec des boîtiers qui écoutent en fait, qui enregistrent tout ce que tu joues dans la soirée. Et il y a des gens qui sont des promoteurs clubs, des promoteurs, des attachés de presse qui sont payés par les maisons de disques ou par des artistes pour appeler ces DJ Yacast et pour dire vas-y, joue mon titre s'il te plaît, vas-y, joue-le, vas-y, avec des bons arguments, des fois des petits cadeaux, enfin bref. Et moi, il y a un promoteur, il y a un attaché de presse avec qui je m'entends bien, qui s'appelle Christophe Chantoiseau, qui a pas des produits de folie à l'époque, voilà, faut pas se gâcher, mais je m'entends bien avec lui, voilà. Et c'est là que je rencontre aujourd'hui, il y a encore des attachés de presse qui sont en place, comme Franck chez MMC, qui je passe un big up s'il m'écoute. On avait Eric chez Scorpio, enfin voilà. Il y avait Manuela, la fameuse Manuela, toujours fidèle à elle-même. Et Christophe, je l'entends bien, quoi, tu vois, ça se passe bien, et voilà. Donc c'est là que j'ai mes premiers contacts avec le monde de la musique, vraiment, tu vois. Et un jour, je suis dans mon bureau, parce que j'ai réussi à avoir un bureau, Macumba et tout, t'as vu. Et je reçois un mail de Christophe qui dit, voilà, moi, à côté de ça, en parallèle, il faut qu'on en parle quand même, parce que c'est très important. On m'a dit, je suis parti du Macumba, je travaille dans un petit club qui s'appelle Fashion Club, je crois, un truc comme ça. Et j'ai toujours travaillé dans des clubs en difficulté, moi. On m'a toujours fait venir pour ça, et j'avais pas toujours les épaules pour assumer le job. Ça fait déjà 1 heure, je vais essayer d'accélérer parce que sinon vous allez décrocher, et arrive bientôt la phase escroquerie et comment j'arrive à fun. Je vais accélérer, mais là c'est important parce que je vais faire que des éléments charnières de ma carrière. Je suis dans ce club-là et je fais la rencontre de 2 petits jeunes portugais. Donc un c'est mon cousin couscous, hein, c'est un cousin lointain, Alex. Et il y a depuis la sortie de ce morceau incroyable qui est 25 Odoro de Lucenzo, les Portugais se cachent plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément des carleurs, des plaquistes, on est aussi des artistes. Tu vois, et du coup ça devient la hype de dire voilà, en fait avant il fallait surtout pas se montrer, et là on se montrait,
C'était hype d'être portugais, d'origine portugaise. Et il y a ce courant musical qui arrive, qui est le reggaeton. Et moi, je sympathise bien avec ces jeunes qui ont du réseau, beaucoup de potes autour d'eux. Moi, forcément, je suis beaucoup dans mon métier. J'ai mon fils, j'ai Johan qui est là, qui a une dizaine d'années, tu vois. Donc, je suis pas un jeune qui sort, tu vois, beaucoup, parce que je donne beaucoup de temps à mon travail et le reste, c'est pour mon fils. Donc, j'ai pas beaucoup de copains, tu vois. Donc, et eux, ils ont beaucoup de potes, beaucoup de filles, beaucoup de garçons autour d'eux. Et eux, ils ont envie d'évoluer dans ce métier-là, ils ont envie de faire un truc, tu vois. Et moi, je dis, ben venez, on organise une soirée. Parce que de toute façon, c'est chaud dans le club, donc on a rien à perdre. Venez, on fait une soirée reggaeton. Mais et j'ai déjà le visuel en tête, c'est ça qui est incroyable. Je dis, viens, on fait une soirée reggaeton et parce que j'en joue de plus en plus, et parce que je m'y intéresse et que j'ai l'impression que c'est un truc qui va marcher. Et on fait un visuel avec marqué reggaeton bien au milieu, puis on met les drapeaux de l'Espagne, du Portugal, du Brésil et de Cuba en dessous. C'était le plan était déjà bien tout tracé et on fait cette première soirée, c'est l'explosion tout de suite. C'est-à-dire que le club est complet, alors qu'il l'a jamais été avant. Dès la première date, c'est-à-dire que on a sorti le visuel, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais avant, il y avait quelque chose de très important, c'est qu'on imprimait des flyers, on allait flyer partout, on en parlait à tout le monde. Et du coup, ça me faisait du bien parce que je sortais avec eux pour flyer au centre-ville, puis du coup, j'avais l'impression j'avais des potes, tu vois. Et parce que mon métier m'a toujours beaucoup isolé, hein. J'ai toujours été très isolé parce que j'ai passé mon temps à travailler, à travailler mes playlists, à travailler ça. Puis, financièrement, j'étais toujours très mal payé. Faut pas se leurrer. C'est pas de la faute des patrons qui me payaient mal, c'est moi qui me vendais mal. Donc en vrai, ils avaient raison de mal me payer parce que je me vendais mal, je savais pas me vendre. Et l'explosion a été instantanée, quoi. C'était instantané, c'était le buzz du coin. Et que tout le monde voulait de cette soirée, mais moi je pouvais pas parce que j'étais résident dans ce club-là. Donc on l'a fait une fois par mois. Après, j'ai été débauché, je suis retourné à la salle des coffres, chose qu'il faut pas faire, hein, faut éviter de le faire. Enfin bref, mais le patron m'a débauché parce qu'il voulait récupérer cette soirée et on en est où? Alors il me débauche cette soirée et puis le truc qui est marrant, c'est que donc Patrick, le patron du Fashion, me dit voilà, la soirée reggaeton, elle a été créée au Fashion, elle reste au Fashion. Bon. Je lui dis ok, donc moi de toute façon j'allais recréer une soirée reggaeton dans la salle des coffres dans laquelle je retournais et j'ai décidé d'appeler la soirée Ministry of Reggaeton. Oui, parce que c'est moi qui ai créé Ministry of Reggaeton, ce n'est pas les gens qui disent aujourd'hui le posséder ou l'avoir, et c'est là qu'on va rentrer dans la partie croustillante. Non, il y a personne d'autre que moi qui un jour dans mon salon, parce que j'avais une compile, en fait j'avais un double CD sur mon bureau de Ministry of Sound et j'ai décidé de créer Ministry of Reggaeton. C'est moi et personne d'autre que moi. On fait cette soirée Ministry of Reggaeton dans la salle des coffres qui explose le club en deux. Du coup je me refais redémarcher par le Macumba qui au plat. Je refais cette soirée dans ce club-là. En fait, j'ai passé des steps du club. C'était vraiment le buzz du coin. Et je me suis dit, ça y est, je pense que ce concept-là, il peut partir en tournée. Et du coup, je cherchais un moyen de faire de la tournée. Très compliqué. Et donc un jour, je reviens avec Christophe Chantoiseau. Je reçois un mail de Christophe qui envoie un mail promo pour un DJ qui s'appelle DJ The D. Alors je sais pas s'il nous écoute, mais DJ The D, c'est grâce à toi beaucoup. Et il avait sorti un morceau qui s'appelait je sais plus comment, mais qui était influence reggaeton. Et en bas de son mail, donc il faisait la promo du morceau, et en bas il disait voilà, DJ The D en tournée, 1500 € hors taxe, 1500 €. Alors pour moi, puisque The D avait sorti un morceau reggaeton, c'était un DJ reggaeton. Alors que pas du tout. Et moi, je réponds avec du culot à ce moment-là. Je réponds au mail de Christophe en disant, moi, je suis un DJ reggaeton. Si tu veux, je fais des soirées pour moins cher. Alors, on est en 2010, hein. Il y a pas de soirée reggaeton à l'époque. Il y a pas de soirée latino. Il y a pas de truc chata, machin. Il y a pas. Les seuls DJ gays qui tournent, c'est électro ou hip-hop. Et encore hip-hop, c'est Abdel Killer Goldfinger. Donc, il y a pas de middle DJ qui tourne dans ce concept-là. Sinon, c'est que d'électro.
Et du coup, il m'appelle, il me dit, écoute Alex, ça m'intéresse, je pense qu'il y a il y a un dos à faire. Est-ce que t'as une société, j'étais auto-entrepreneur, j'ai dit ok, t'as un visuel. Et puis j'avais fait le visuel avec Ministry of Reggaeton, avec le reggaeton en gros, avec les drapeaux, comme la première soirée, hein, parce que voilà, c'était mon idée en vrai. Et du coup, il me dit voilà, je vais sonder un peu. On part sur un premier tarif de base. On part sur un tarif de 500 €. Le cachet, moi je te prends 80 €, il me dit, et moi j'avais 420 €. Donc tu te rends compte qu'on passe de mes salaires précaires à 1200 balles, 1100 balles, à 420 € la soirée. Moi les charges, ça me faisait quand même toujours plus que ce que je touchais en ce moment. Et je dis écoute feu, si t'es chaud, vas-y. Et puis après plus de nouvelles de Christophe pendant 2-3 mois. Et un jour, je reçois un mail avec un intitulé planning un jour. Et du coup, j'ai découvert que j'avais un planning en fait. On était en juillet. Et les premières dates étaient en septembre, donc il est allé fouiner un peu dans son entourage proche des patrons de club. Les premiers clubs, l'Ibiza Romorantin, parce qu'elle est fermée aujourd'hui. Il y a eu le Vegas à côté de Tours, et chez Nico, à qui j'envoie un gros bisou. J'espère que tu m'écoutes et que tu sais à quel point je t'aime pour ça. Il y avait l'Atlantide de Chartres, avec Jean-Philippe Diaz, Jean-Philippe qui est aujourd'hui parti, l'Atlantide qui était l'OMG. Voilà, ça c'est les premiers clubs que je me souviens. C'est ouf parce que le Vegas à côté de Tours, j'y vais encore aujourd'hui. L'OMG, j'y étais il y a pas longtemps, et Jean-Philippe, je suis encore en contact avec lui. C'est des gars qui ont été les premiers, et je leur dirai jamais assez merci. Et du coup, je découvre que j'ai un planning, donc du coup, je me vois partir en tournée. Je n'ai absolument aucun argent pour avancer les billets de train, faut le savoir. Je suis tellement dans la dèche, c'est tellement compliqué que je dois emprunter de l'argent à ma mère pour acheter les premiers billets de train. En fait, elle me faisait des chèques que je donnais à la SNCF. J'ai découvert que la SNCF mettait 10 jours à encaisser un chèque, ce qui me permettait d'acheter le billet de train, de toucher mon cachet, de rembourser ma mère avant que le chèque soit débité. Enfin, voilà. C'est la détermination, encore une fois. Et c'est pour ça, quand je vois certains guests qui pinaillent aujourd'hui, je me dis, putain, mais si vous saviez comment moi j'ai commencé, enfin bref. Et la première date, c'était catastrophique, c'était la cata, j'avais pas de set, j'avais rien, quoi, franchement. Mais l'esprit était là. Et l'esprit était là, la motivation était là, et il y avait un truc à faire, et donc du coup je fais mes dates, je monte un vrai set, enfin je monte un truc, ça a mis quand même un petit peu de temps, mais le concept était tellement nouveau, et le DJ était cool, tu vois, moi je suis cool, je venais tout seul, ça faisait pas trop de frais, je cassais la tête à personne, voilà, tout le monde me trouvait sympa, et avec un petit portugais qui tourne, c'était marrant. Voilà, je pense que l'esprit, et musicalement, les personnes qui le faisaient, donc du coup, c'était pas pour mes qualités artistiques, je pense qu'au départ que j'étais booké, mais par contre, et j'étais pas cher. Donc l'argument de Christophe, c'était qu'est-ce que tu risques? Le seul truc que tu risques, c'est qu'à ce prix-là, qu'est-ce que tu risques? À ce prix-là, la seule chose que tu risques, c'est d'avoir que tes clients redemandent. Et en fait, il avait raison, tu vois. Donc et puisque moi, à force de faire des soirées, je devais quand même de mieux en mieux. Enfin, ça devenait quand même de mieux en mieux. Je commençais à avoir une vraie empreinte musicale. Enfin bref, je vous laisse imaginer un peu le tout. Et donc forcément, les premiers qui ont booké des dates, ils se disent vas-y, je vais en prendre une autre de moi, ça coûte 500 balles, ça coûte pas cher, tu vois. Enfin, tac, et je me commence à devenir à faire de plus en plus de dates. Je me retrouve à faire mes 8 dates par mois. Et ça se passe bien, je commence à rencontrer du monde, et la tournée se passe bien. Et un jour, Christophe m'appelle. Voilà, c'est là qu'on va rentrer dans le premier vif du sujet, le deuxième vif du sujet, le deuxième point sensible. Et voilà, moi je travaille avec une équipe, il m'appelle, je travaille avec une équipe de production, ils font des titres, on a fait King Koduro, ça marche bien, et ils ont envie de te faire de la prod. Ok, vas-y, moi je faisais pas de prod à l'époque, je faisais rien au niveau des machines, je comprenais rien. Mais je me suis dit, voilà, c'est la suite logique, on y va, donc je commence, on s'appelle, on va en studio, donc j'allais là-bas, forcément j'étais spectateur, parce que on m'a pas demandé ce que j'avais envie de faire musicalement, on m'a dit tu vas faire ça, ok.
Donc je passais des jours entiers sans boire, sans manger. Enfin, l'accueil était plus que très limite. Mais on fait un premier titre qui est entré dans la danse, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas à la visite médicale, quand on te demande de faire pipi dans le pot, ben le premier jet il sert à rien. Après on fait un deuxième titre qui s'appelle Passer l'Hockey Passé avec des Dominicains qui s'appellent Solodos, qui finit quand même 10e des clubs. À l'époque où le Yakas veut dire quelque chose, donc c'était vraiment cool. Donc là il commence à y avoir plus de dates, mais du coup on commence à mettre un peu le grappin dessus en me faisant augmenter les cachets. À l'époque on était monté à 800 €, oui, parce qu'on s'est permis une augmentation à 800, donc on me fait passer de 800 à 1005. On avait très peur, tu vois, j'avais très peur de plus avoir de dates parce que moi j'avais que ça. J'avais que les dates pour travailler, pour vivre. Donc, et puisque ça commençait à bien se passer, et maintenant, enfin, je commençais à être bien payé. J'avais pas envie de. En fait, non, ça a été parce que je faisais de plus en plus le job, et puis, tu sais, dans le Diacast, ça se passait de mieux en mieux. Donc, j'ai commencé à avoir mon petit nom, les réseaux, ça commençait à monter un peu, donc ça allait. Ensuite. Ensuite, on m'a fait faire un deuxième titre. En parallèle, on sort des compiles Ministry of Reggaeton en bac, en physique en bac. Donc du coup, je fais les sélections des morceaux. Je passe des mois, et des jours et des heures et des semaines à faire la sélection des morceaux, à travailler avec les maisons de disques, parce qu'on peut pas prendre n'importe quoi. Et je crois que j'ai touché 400 € pour 10 000 exemplaires. Bon, c'est l'enculade, clairement. Mais c'était un premier pas pour moi. Ensuite, je découvre qu'on dépose Ministry of Reggaeton dans mon dos. Donc je vous laisse taper Ministry of Reggaeton sur Basemark de l'INPI, vous verrez de qui je parle. J'espère qu'il m'écoute parce que du coup, aujourd'hui, quand je vois où ils sont, je me dis que c'est moi qui ai raison. Mais donc on avance, et puis voilà, on est en studio, je suis toujours spectateur, on me dit quoi faire, on me fait croire que je vais faire des trucs de ouf en fait. On m'a dit à l'époque, on m'a dit ouais, j'ai des contacts chez Fun, est-ce que tu serais prêt à faire une émission par semaine? Je dis bah ouais, de ouf, je suis grave chaud. Heureusement que je l'ai jamais fait avec eux, putain, heureusement que c'était que des trompettes et c'était pas des gars qui avaient de vrais contacts. Et en fait, ça commence à avancer. Et puis moi, je commence à rencontrer d'autres artistes avec qui j'aimerais bien travailler. Puis on me dit non, tu vois. J'aimerais bien travailler. Je rencontre d'autres équipes de production qui me disent oh, Alex, peut-être qui commencent à m'alerter. Peut-être que tu devras un peu plus ton mot en studio. Parce que toutes les premières prods que j'ai sorties avec eux, il y en a plus, j'en joue aucune, j'en assume aucune, et elles font juste jolies, quoi. Voilà, il y en a aucune que j'ai voulu, quoi, en vrai de vrai. Ensuite, et puis il m'avait collé un contrat d'artiste. C'est là qu'on va arriver dans le vif du sujet. Là, on arrive à l'escroquerie. Attention, c'est quelque chose que j'ai dû mettre 5 ans à pouvoir raconter. Vraiment, il y a un préjudice moral important. Il y a un vrai traumatisme, vraiment. Pendant au moins 5 ans, j'ai pas pu le raconter. De honte. J'ai eu une phase très compliquée dans ma vie. Ce qui a touché forcément ma vie. Heureusement, ma vie personnelle, je rencontre ma femme en 2010, celle qui deviendra ma femme, qui était là. Vraiment. J'arrive au bout de mon contrat d'artiste et je les avise 6 mois avant que je veux partir. Voilà, je veux partir. Je veux arrêter de travailler avec eux. Et ce que je vous ai pas raconté, c'est que Axel est revenu dans ma vie. Et en parallèle de tout ça, en parallèle de la tournée, lui, il est dans l'événementiel et il me dit écoute Alex, moi je travaille pour parce que lui il a arrêté les clubs, il fait de l'événementiel et ce milieu m'intéresse et il me dit voilà si tu veux je vais monter ma société mais j'ai pas envie de le faire tout seul. Est-ce que tu veux t'associer avec moi? Donc je fais mes premiers pas dans l'événementiel à ce moment-là. Et ça commence à plutôt bien se passer mais il y a rien de concret. Ce qui me fait vivre, c'est la tournée. Et je retrouve Axel, c'est ça qui est incroyable, quoi. Donc, mais du coup, moi, j'ai un peu plus de galons de bouteilles, de renom aussi. Et puis aussi, c'est ça qui a intéressé un peu Axel. Et puis moi, je me servais de la renommée d'Axel ici dans le coin. Donc, tout est. En fait, on était gagnant.
Et 1h16, il faut que j'avance parce que sinon vous allez décrocher. Et donc voilà, je les avise que je veux partir, que je veux arrêter de travailler avec eux. Et eux, ils ont pensé que... Et moi, je voulais aller travailler avec une autre équipe de production et qui me donnait un peu plus de liberté et un peu plus d'argent parce que je touchais rien du tout, mon gars, c'est abusé. Alors, je me suis fait douiller, mais quand j'y pense aujourd'hui, bref, c'est pas grave, ça fait partie du job, ça fait partie du bizutage. Et du coup, bon, ils le prennent mal. Ils le prennent pas très bien parce qu'au début, ils pensent que je vais aller, j'arrête de devenir artiste, j'arrête Alex Dacosta pour aller travailler dans l'événementiel, pour faire de l'événementiel à temps plein. Et quand en fait, moi je leur dis, mais non, mais en fait, vous avez pas compris. Et j'aurais jamais dû leur dire, mais je dis voilà, moi je vais travailler avec notre équipe de production. J'ai envie d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, et j'ai envie d'être un peu plus libre. Alors là, les deux ils vrillent, tu vois, parce qu'ils sentent la poule aux œufs d'or, parce que à mon avis, ils sont tellement fait d'oseille sur ma gueule que parce qu'ils prenaient sur toutes mes prods, ils prenaient sur toutes les compiles, ils prenaient sur tous mes bookings. Enfin, ils m'ont saigné, quoi. Tu vois, vraiment. Et quand ils découvrent que je vais partir pour être avec une autre équipe de production, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer le nom Alex Dacosta dans mon dos. Oui, messieurs, dames, ils ont déposé Alex Dacosta. Je vous laisse aller voir parce que normalement, il y a sur la base marque de l'INPI, il y a 2 dépôts Alex Dacosta. Il y a Alex Dacosta El Patron, c'est moi. Et il y a Alex Dacosta au nom de un tel. Je vous laisse aller le voir parce que j'ai pas envie de citer leur nom, puisque j'ai pas envie de leur donner d'importance, puisque pour moi, ce sont des gens qui après, s'ils arrivent à se regarder dans une glace, c'est cool. Donc, je découvre ça. Donc, faut savoir qu'à l'époque, je viens d'acheter une maison qu'on vient de refaire. Je vais me marier. Ma seule source de revenus, c'est la tournée, ok. Il dépose Alex Dacosta, c'est fils de joie. Oui, tu l'as dit pour moi, c'est FDP. J'appelle. Elle me dit voilà, ben écoute, nous on veut récupérer l'argent qu'on a mis sur toi, alors qu'ils ont jamais rien mis sur moi, hein. Ils ont jamais mis 1 euro. C'est Pléon c'est Pléon à l'époque qui a tout mis, parce que j'étais licencié Pléon, et ils ont rien mis de leur poche, et ils me disent voilà, ben maintenant tu vas nous donner 400 euros par date. Ouais, 400 euros par date. À l'époque, je me vendais 1000 balles. Et j'avais pas le choix, en vrai. Donc, je vais te la faire courte. Donc, moi, ça fait déjà presque 2010, on est en 2015. Je fais 5-6 ans que je suis sur le circuit. J'ai fait beaucoup de clubs, j'ai fait beaucoup de soirées. Forcément, je commence à avoir de la concurrence avec des jeunes DJ qui arrivent, qui se vendent à 500 balles, comme moi au début. Mais moi, je peux plus me vendre 500. Puisque... Et en fait, je commence à avoir de la concurrence et... Voilà, c'est le prix qui à un moment donné vient faire que tu restes compétitif. Le prix et puis la carrière artistique. Moi, du coup, je peux plus rien sortir en prod parce que du coup, j'étais dépendant de la prod parce que quand tu commences à sortir une prod qui marche bien, après, c'est difficile d'en sortir. Et puis, si tu sors plus de prod, ben, on pense moins à toi. Et forcément, ben, t'as les DJ qui font quasi sensiblement la même chose que toi. Et ils prennent 500 euros. Et les clubs, ils disent, bah, tu comprends, lui, il me prend 500, toi, tu me prends 1000 parce que je pouvais pas prendre en dessous de 1000 euros parce que je devais leur donner 400 euros aux 2 autres BNB, là. BNB parce que c'est la première lettre de leur nom de famille. Et donc, du coup, j'étais pendu, quoi. Donc, j'ai travaillé 4 ans à leur donner 400 euros par date. Mais forcément, je faisais de moins en moins de dates. Tu comprends? De moins en moins de dates. J'avais plus envie de me battre parce que j'avais plus de solution. J'avais pas de solution. Je pouvais pas. J'aurais pu racheter mon nom, mais je pouvais pas financièrement. Il aurait fallu que je retravaille pour eux, mais je voulais pas. Donc on est vraiment dans une escroquerie. Est-ce qu'on est d'accord? J'espère qu'on est d'accord. Un jour, quand je découvre le poteau rose, je m'étire. J'étais licencié donc chez Pléon. J'appelle le chef de projet chez Pléon, qui m'a dit cette phrase incroyable. Il dit, tu sais, nous, on est en beau terme avec eux. Si tu veux faire une procédure, Alex, tu vas gagner, c'est sûr, hein, parce que c'est pas légal ce qu'ils ont fait. Hein. Mais nous, on a 1 million d'euros par an de frais juridiques à dépenser.
Donc si tu veux être battre, bah nous on pourra se battre aussi, quoi. Nous on va se défendre, quoi. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est ils auraient gagné du temps, tu vois. En plus avec la justice de nos jours, ça aurait mis 7 ans, ça m'aurait coûté une blinde. Même si tu récupères les frais de justice, il faut les avancer, quoi. Il aurait pour 300 000 euros, j'avais pas cet argent, quoi. Je venais de construire, ma femme, j'étais plus tout seul dans le bateau, quoi. Donc, j'ai décidé de payer. Voilà, comme je me suis fait racketter, quoi. En gros, hein, c'était du racket. Et donc voilà, j'ai payé, puis j'avais plus de solution, donc je faisais de moins en moins de clubs. Et puis j'allais sûrement arrêter les clubs. Voilà, très honnêtement, je me disais, je faisais encore quelques dates qu'on me demandait, et je faisais de plus en plus d'événementiels, je faisais de plus en plus de mariages, parce que quand je faisais des mariages, je payais pas. Donc je faisais des mariages, je faisais des comités d'entreprise, et parce que en fait, j'avais pas le choix. Heureusement que j'avais eu les mariages et j'ai eu événementiel à cette époque-là, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Et un jour, et voilà un des déclics, Romain da Silva, qui aujourd'hui travaille avec moi, que je ne remercierai jamais assez. Je sais pas si tu écoutes ce moment-là du podcast. Je sais pas si tu écoutes le podcast, mais Romain, mais tu sais à quel point je te remercie pour ça. Lui habite à Saint-Barth et Despacito vient de sortir. Ah ouais, je vous raconte aussi une petite anecdote en parenthèse. Ce fameux producteur qui se dit roi de la musique, qui a produit King Kuduro par exemple, tu vois, dont est issu notre ami, un DJ un peu pimenté qui se la raconte un peu. Enfin bref, il me dit, on se voit début 2017, je crois. Hein, c'est Despacito, c'est 2017, il me semble. Et il me dit, moi, je suis presque prêt à retravailler avec eux parce que j'ai besoin. En vrai, même au-delà de l'argent, j'ai pas trop besoin d'argent, mais j'ai besoin de refaire parce que le jeu est pas terminé pour moi et je sens quelque chose à faire, et tant pis, je dois ravaler ma fierté, tant pis, je vais retravailler avec eux, tant pis, quoi. Et ce fameux producteur que je rencontre en janvier me dit, oh mais Alex, tu sais, en même temps le reggaeton, il y a plus personne qui en veut, le latino, personne en veut, il y a plus aucune maison de disques qui signera du latino. 2 mois après, il y a Despacito qui sort. Je vous laisse imaginer la vision qu'a ce super producteur de mes couilles, ouais, surtout, hein, un Nas Vini qui sait faire que des reprises, enfin bref, c'est pas grave. Donc, on est en 2017, Romain, Despacito est sorti, c'est l'explosion du latino, et Romain m'appelle, il me dit, Alex, tous les millionnaires à Saint-Barth, ils veulent tous faire du reggaeton. Ils veulent tous des soirées latino. On va te faire venir un week-end. Je dis, mais t'es sérieux, toi? Moi, Alex Dacosta, à Mulhouse, vous allez me faire venir sur une île pleine de millionnaires à 2 heures de Miami et de Puerto Rico? Bah ouais, pourquoi on se ferait pas venir, toi? C'est parce que j'ai toujours entretenu de très bonnes relations partout où je suis passé. Et Romain était directeur artistique d'un club à Clermont-Ferrand. Et ça s'est toujours très bien passé, on s'est toujours très bien entendu, et il me fait venir moi. Et je dis, bah vas-y, tant pis, vas-y. Et là, je dis, voilà, je vais y aller, je leur donne plus d'argent. Tu vois, je leur donne, aujourd'hui, tu me fais ça, je te dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, pour me prendre 1 euro, frérot, tu vas venir chez moi, et on va discuter, tu vois. Donc, mais aujourd'hui, ça m'arriverait plus, même via des avocats et tout, enfin bref. Parce que oui, on a eu des galères d'avocats, enfin bref. Passons, parce que ça fait déjà 1h25 et j'ai envie que vous restiez avec moi jusqu'au bout, parce que je veux aussi vous raconter après comment je suis arrivé à Fun Radio. Je vous le raconte juste après. Parce qu'il est 7h13 du matin et je vais devoir aller lever mes enfants pour aller à l'école, et il faut que je fasse vite. Donc il me fait venir là-bas, je viens à Saint-Barth et je pense que j'ai fracassé le club comme jamais j'ai fracassé un club de ma vie. Mais vraiment, hein, vraiment, j'ai mis le club à feu à sang. Et après ce séjour à Saint-Barth, je me dis, ça peut pas s'arrêter là. Ça peut pas s'arrêter comme ça. J'ai atterri à Charles de Gaulle, j'ai appelé le gars de Bavant et je lui ai dit, vas-y, combien pour la marque? On négocie pendant quelques mois. Là, on est en juin et en août, je rachète la marque Alex Dacosta 12 000 euros hors taxe. J'ai racheté la marque Alex Dacosta 12 000 euros hors taxe. Voilà.
Et après, je suis reparti en toute liberté. Et me voici aujourd'hui. Donc voilà, après ça a été quand même dur parce qu'il a fallu se remettre en selle. Il a fallu refaire les trucs. Ça a pas été aussi évident que ça. Donc, mais j'avais bon espoir et arrive Coco le Covid. Covid qui a été le meilleur truc qui arrive dans ma carrière. Je suis désolé de dire parce que certains l'ont vraiment subi. Moi, je l'ai pas subi et voilà, j'ai pris du temps pour faire des live streams sur Facebook et principalement Facebook au début, ça marchait bien, il y avait un vrai délire et un univers. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui les ont suivis, je vous en remercie vraiment beaucoup. Parce que c'était vraiment grave cool. Et maintenant, je vous raconte comment je suis arrivé à Fun Radio et après, on s'arrête là. Parce qu'après, entre-temps, voilà, je fais des dates, l'événementiel. Maintenant, vous le savez, ceux qui me suivent, vous le savez que je suis très impliqué sur l'événementiel. Ça se passe bien. Aujourd'hui, j'ai des salariés. Enfin, c'est vraiment cool ce qui se passe. Et je vous raconte pour finir ce podcast l'histoire, comment je suis arrivé à Fun Radio parce que j'adore raconter cette histoire. Et un jour, donc je fais mes lives sur Facebook, ça se passe bien. Franchement, ça se passe super bien. Et il y a même des clubs qui viennent au contact. Ouais, Alex, pour après Covid, comment on va faire et tout, ok. Et je reçois un jour donc il y a un mec qui m'ajoute sur Facebook qui s'appelle Martial Demeaux et Martial, si tu m'écoutes, merci, voilà. Et puis dans sa bio, parce que je regarde tous les gens qui m'ajoutent sur Facebook avant de les accepter, je regarde dans sa bio, il y a marqué travail à Party Fun RTL2. Bon, je dis encore un gars qui travaille à RTL2 Belfort, à Fun Radio Belfort, et qui se la raconte, et bon, vas-y, j'accepte, vas-y, c'est pas une galère, ça me fait que tu racontes encore plus, même si c'est à Fun Belfort. Et, au contraire, Fun Belfort qui marche très bien. Bon, bref, du coup, quelques jours après, donc ensuite je fais un live dans ce club regretté qui est le Best Of à Mulhouse. On va faire un live dans le club et un jour après il m'écrit, il me dit salut Alex, est-ce qu'on peut s'appeler? Martial. Je dis bah ouais si tu veux, avec plaisir. Moi je lui ai jamais refusé un appel, tu vois. Et il m'appelle, il me dit ouais salut Alex, bon c'est Martial de Fun Radio. Donc là je comprends que c'est pas Fun Radio Belfort. Et il dit voilà, écoute, on est en train de prendre le virage latino sur Fun, on va l'assumer et on est en mai 2020 hein. Et on cherche des DJ à mettre à l'antenne. Je suis tombé sur un de tes lives, sur plusieurs de tes lives, c'est bien, musicalement c'est quand même mainstream, il y a du micro, il y a du potentiel. Je dis waouh, grave, bah merci de ouf. Elle dit est-ce que ça t'intéresse? Je dis bien sûr. T'as demandé à un aveugle qui fait voir. Elle me dit bon bah fais-moi une maquette audio vidéo. C'est-à-dire que c'est pas qu'une maquette audio, tu vois, il faut faire la vidéo avec. Donc il me dit tu te filmes et après tu extrais l'audio et parce qu'il voulait avoir le côté live, tu vois. Donc je mets 3 jours à faire la maquette parce que tu te rends compte que vous vous rendez bien compte que bah j'avais envie que ce soit très bien, c'était pas terrible, mais moi je suis pas animateur radio, mais même si à la base je veux faire radio, mais je suis pas animateur radio, et même si c'est mon rêve, tu vois, mais je suis pas de cette formation là, donc je fais de mon mieux, ça c'est très bancal, mais c'est pas trop mal en vrai. J'envoie ma maquette début juin et ensuite plus de nouvelles jusqu'à janvier 2021. Ça fait long, hein. On m'a jamais dit non. On m'a jamais dit oui. Et j'écoute Fun, forcément, et je vois pas de DJ arriver. Il y a juste Matt qui mixe un peu de latino, mais c'est en interne. Donc, il y a pas de nouveau DJ qui arrive. Donc, je me dis, bon, peut-être que... Et puis, un jour, j'adore raconter ce moment-là. Un jour, je suis dans ma cave, parce que bon, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai la grande chance, l'extrême chance d'avoir pu me faire construire une maison. J'ai fait 70 mètres carrés de bureau en bas dans ma cave et c'est de là que je tournais les lives et donc c'est là que j'ai mes bureaux et je suis en train de faire un truc qui me prend bien la tête, la TVA. Et à l'époque, j'avais pas les appels Wi-Fi, j'ai un transfert d'appel vers mon numéro de téléphone fixe. Donc de mon portable sur mon fixe et j'avais aucun numéro enregistré sur mon fixe. Donc ça veut dire que n'importe qui pouvait m'appeler. De toute façon, j'ai rien à me reprocher, je décroche à tout le monde. Donc et du coup, je reçois un jour, j'étais en train de me prendre la tête et je reçois un appel en plein moment de faire une TVA. On était arrêté, je devais faire la TVA. Enfin bref, dire que l'administratif c'est pas pour moi. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai embauché quelqu'un qui s'occupe de tout mon administratif, qui est bien carré. Je reçois un appel et
mon fixe téléphone, je décroche, je dis allô, tiens, un peu vénère comme ça. Et il dit, j'ai dit, Alex? Ouais, salut, c'est Martial, Fun Radio. Alors là, je te laisse imaginer mon intonation et ma tête qui change en une fraction de seconde. Ouais, ça va. Il dit, je te dérange? Je me dis, bah non, Fun Radio qui m'appelle, jamais de la vie tu me déranges. Il me dit, écoute, je suis désolé, ça a été un peu long, mais en fait, voilà, on a eu un changement de direction d'antenne au niveau de Fun, et puis on va reprendre le projet de mettre des DJ à l'antenne. Est-ce que tu es toujours intéressé? J'adore parce que dans cette procédure là, on te demande, on fait rien sans que tu sois d'accord, quoi. Donc je dis bien sûr, avec plaisir. Et donc voilà, écoute, on va faire un entretien avec notre nouveau directeur d'antenne, un entretien visio. Ok, vas-y, je me connecte là. Non, l'entretien c'est dans 15 jours. Bon, ok. Donc je fais l'entretien, ça se passe très bien. On m'explique un peu donc le format de l'émission, on m'explique le créneau horaire, on m'explique les contraintes musicales, on m'explique les contraintes budgétaires, on m'explique tout, mais je suis d'accord avec tout et ça matche bien. Et donc en parallèle, après l'entretien, Martial, que je remercie encore, m'a dit ouais, t'as été bon, ouais, ça devrait le faire. On m'explique qu'on doit être 2. Parce qu'on m'explique que le créneau c'est samedi dimanche et que on sera 2 DJ. Donc puisque Martial me dit j'ai été bon, j'ai dit ça y est, c'est bon, je suis dans les 2, quoi. Ça y est. Et 15 jours après, parce qu'il a fallu encore attendre 15 jours, voilà, un vendredi, on m'appelle avec un 01. D'habitude, il décroche pas, mais je décroche et c'était le DA de Fun, Dominique Bourron, que je remercie encore pour son accueil. Voilà, et qui me dit voilà, écoute Alex, on va travailler avec toi. Ok. Et je voulais savoir qui était le deuxième, et on m'a dit non, mais on va travailler avec toi. En fait, les autres entretiens, ça n'a pas matché, ou alors c'était un peu compliqué à cause des contraintes musicales. On a décidé de travailler qu'avec qu'un seul DJ et ce sera toi. Et c'était moi. Et me voici le premier DJ latino français. Donc le premier DJ latino français à avoir son émission sur un média national. Voilà, c'était moi. Souvent dans mes podcasts, je demande à mes invités, dans la saison 2, je vais demander qu'est-ce que tu auras envie de dire aux jeunes Alex Dacosta, ou aux jeunes DJ, aux jeunes qui démarrent. Je lui dirais accroche-toi, continue, ne change rien, reste focal sur Dieu, accroche-toi, tu vas kiffer. Voilà ce que je lui dirais. Une deuxième question que je vais poser, c'est quoi ta plus grande peur professionnellement? Moi, j'ai peur de pas arriver. J'ai peur de 2 choses. J'ai peur de pas arriver là où je veux aller parce que je suis pas encore arrivé où je veux aller, vraiment. Je suis vraiment pas arrivé. Puisque même si ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et que je suis déjà arrivé à vraiment un bon niveau, je m'en contente pas. Voilà, je suis pas contenté. Je suis pas rassasié. Je veux encore aller plus loin. J'ai un vrai objectif. Je sais pas si je l'atteindrai, mais en tout cas, je ferai tout parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais aujourd'hui professionnellement et j'ai envie d'arriver encore plus loin. J'ai aussi peur que d'avoir fait tout ça pour rien dans le grand. J'ai très envie que mes enfants ils reprennent le flambeau après et j'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien, de devoir fermer un jour ou devoir vendre à quelqu'un qui vient juste faire de la spéculation. Voilà. Aujourd'hui, maintenant ça fait 1h34, je vais m'arrêter. Aujourd'hui, voilà, je suis parti de rien. J'ai une société avec 5 salariés, on fait de l'événementiel au sens large, ça se passe très bien artistiquement. Voilà, j'ai mon émission à mon nom sur un média national, c'est incroyable. J'ai pas encore fini. Le meilleur reste à venir. Et j'espère que cet épisode vous a plu, que ça n'a pas été trop long et que ça a été inspirant pour vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux après chaque épisode, puisque c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir de partager ce projet. C'est un projet que je voulais faire depuis longtemps et que j'ai mis du temps à mettre en place, mais aujourd'hui j'ai envie de garder. Merci à tous les invités, on va avoir de superbes invités. Le prochain épisode c'est avec DJ Fou. Alors pour ceux qui connaissent Seb, c'est vraiment une pluie d'inspiration. Le timing est à peu près pareil, on est à 1h20 je crois, on a enregistré au mois d'août. Enfin voilà, pour vous dire que ne jamais douter de vous, ne jamais vous laisser, ne jamais laisser personne douter de vous. Jamais. Si toi t'es sûr d'un truc, si t'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu fais, t'es sûr de ce que t'as envie de faire, t'es sûr de là où t'as envie d'aller, vas-y, fais-le. Donne-toi les moyens pour le faire. Arrête de pleurer. Arrête de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Enfin,
Aujourd'hui, j'ai une agence de com, si jamais je fais un peu de pub, si jamais vous avez besoin de conseils pour la com, on est là. Enfin bref. Mais surtout, ne jamais cesser d'y croire. Merci. Alors, je reprends juste la parole 2 secondes. Merci déjà d'être resté aussi longtemps. C'est vrai que maintenant, en y pensant, j'ai oublié de vous raconter un maximum de phases. Mes débuts à la radio sur une radio locale, le vrai décollage de l'événementiel. J'ai certainement oublié de parler de beaucoup de monde. Je m'en excuse, voilà. Je ferai sûrement un 2e épisode où j'irai un peu plus en détail sur surtout l'explosion dans l'événementiel. Et voilà, c'était au moins pour dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des phases et des gens qui ont été importants dans ma carrière dont je n'ai pas parlé. Et cette phase aussi de l'arrivée à la radio locale chez moi, qui a été quand même un déclencheur. Donc voilà, j'ai juste repris la parole 3 secondes pour dire ça parce que c'était important. Je ferai un 2e épisode sûrement. Merci à toutes et à tous. Merci à tous d'être restés aussi longtemps. Merci d'être à l'écoute. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de DJ le podcast. J'espère que vous avez passé un moment inspirant ou tout simplement divertissant. Pour soutenir complètement le programme, je compte sur vous pour liker cet épisode ou tout simplement vous abonner au podcast. C'était Alex Dacosta et c'était DJ le podcast.